Bonjour Céline, merci pour Bonjour ta Adeline. participation. Donc, toi, tu es éducatrice canin. Donc, je voulais avoir aussi un peu ton témoignage par rapport à l'éducation des chiens, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent en médiation animale, qui ont déjà des chiens ou qui veulent prendre des chiens. Donc, je pense que c'est intéressant aussi d'être sensibilisé sur cet animal et les besoins qu'il peut avoir. Donc, je te laisse déjà te présenter. Je m'appelle Céline, je suis éducatrice comportementaliste. Donc, j'insiste sur le comportementaliste parce que je me base sur le comportement du chien pour l'éducation. Donc, j'insiste beaucoup sur ce point. Bon, désolée, je n'ai pas précisé. Voilà. Souvent, on me demande si je suis dresseuse de chiens. Je réponds, je suis dresseuse d'humains, mais pas de chiens. Voilà, parce que je ne suis pas là pour dresser le chien à faire des tours, mais plus pour lui apprendre l'humain à communiquer avec son chien, à ce qu'il puisse vivre dans un monde d'hommes qui n'est pas le sien à la base. Voilà. Donc, je suis sur Saint-Sorlin-en-Valois, donc dans le nord de la Drôme. Et puis, j'interviens dans les départements autour, donc Drôme, Ardèche, Isère. Ça Donc, m'est tu arrivé te, tu te d'intervenir dans le déplaces Rhône. ou tu te déplaces toi ou alors c'est plutôt les gens qui viennent. Alors, je me déplace la majeure partie du temps chez les clients parce que j'estime que le chien doit être éduqué dans son environnement. Les clubs canins, c'est bien pour les sports canins, mais pour l'éducation, ça me dérange parce que souvent, après, j'entends mais le chien au club, il écoute bien, puis dès qu'on revient à la maison, il n'écoute plus du tout. Pour moi, c'est l'éducation, c'est les habitudes qu'on prend avec notre animal et les répétitions du quotidien et des choses dans le quotidien. Voilà, on ne lui demande pas un assis pour le plaisir de le faire asseoir, mais parce que ça peut avoir des utilités qui l'attendent calmement ou voilà, ce genre de choses en fait. Donc, j'interviens sur l'éducation, mais plus pour qu'il y ait une harmonie dans la vie du quotidien. Donc, je préfère aller chez les gens Ok. et travailler autour de chez eux, dans leur ville ou voilà pour leur quotidien à eux. Voilà. Donc on D'accord. vient de temps en temps chez moi, mais c'est pas c'est pas le maximum du temps. Ok. Ok. Et donc, en médiation animale, on se retrouve à devoir éduquer justement nos animaux, notamment le chien. Et c'est vrai que moi, en étant gérante d'un gros groupe quand même sur Facebook, je dois passer pas mal de questions. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur, par exemple, je pense que tu connais aussi le métier d'intervenant en médiation animale, c'est aussi pour ça que je t'interrogeais. Qu'est-ce que tu peux nous dire, par exemple, sur ce qu'on pourrait rechercher chez un chien quand on doit choisir le chien, même si on sait que des fois c'est un peu la loterie, mais peut-être des aptitudes déjà à repérer avant de le prendre. Alors je dirais qu'il n'y a pas de race de chien spécifique en fait qui va être médiateur ou pas médiateur ou qu'on va pouvoir utiliser dans le travail de médiation. Pour moi, il n'y a pas de race spécifique. Par contre, c'est important de s'interroger sur la population sur laquelle le médiateur va intervenir. Euh, pour moi, vaut mieux partir plutôt dans ce sens-là. Quel est le type de population? Est-ce que ça va être des populations de personnes âgées? Est-ce que ça va être des populations à troubles autistiques? Du coup, dans ces cas-là, il ne faudrait peut-être pas un animal qui soit trop bouge-bouge. Si c'est une personne âgée, il faudrait peut-être privilégier des animaux calmes qui savent marcher en laisse, qui ne tirent pas. Donc, peut-être éviter le malinois qui se pique dans tous les sens, sauf s'il est vraiment hyper éduqué, hyper aux ordres. Et encore, peut-être éviter sur ce genre de population des animaux qui vont avoir un instinct de prédation très développé. Parce que si mamie se balade avec Médor et que Médor voit un chat et se met à courir après le chat, mamie, elle va faire du surf derrière le chien, quoi. J'ai l'image là qui vient. Donc, je pense que déjà, l'important, c'est de savoir avec quel type de population l'animal va être amené à travailler. Voilà. Si c'est de la population carcérale, là, on peut peut-être se permettre de mettre un malinois, un chien un peu plus réactif qui va donner du répondant.
qui va permettre de voir que certaines réactions sont peut-être pas adaptées ou par exemple avec des jeunes ados qui vont se croire un petit peu plus forts que les autres, bah, leur montrer qu'il faut peut-être adopter un autre tempérament que le speed ou la colère. Donc, je pense que vraiment, la première question à se poser, c'est quel type de population je suis emmenée à aider. Voilà, et choisir le chien après en fonction de ce type de population. C'est déjà la première question à se poser, plutôt que se dire, je vais prendre par exemple un berger australien parce que c'est mignon, ça fait nounours, il y a des poils, c'est joli, et voilà. Après, en fonction des races de chiens, chaque race a été créée pour un travail spécifique. Les bergers, ils ont été créés pour garder et faire de la garde de troupeau. Voilà. Donc, c'est des chiens qui ont énormément besoin de travailler. Les chiens catégorisés chiens de chasse, il y en a, ça va être des chiens d'arrêt. Ils ne vont pas courir après le gibier, ils vont le montrer. Par contre, les chiens coureurs, ça va être des chiens qui vont être très speed, qui vont demander des gros besoins de course, de liberté, de choses comme ça. Donc, en fait, il va falloir quand même tenir compte de ces besoins spécifiques pour lesquels les races ont été créées. Voilà, je pense que ça, c'est important parce que si vous ne répondez pas aux besoins de votre chien, vous n'aurez pas un chien équilibré bien dans ses pattes et vous ne pourrez pas ensuite lui demander de travailler et de faire une activité, par exemple, où il va être juste là à se faire papouiller, quoi. Donc, voilà. par exemple, peut-être l'exemple extrême du husky. Demander un husky, c'est minimum 2 heures de course par jour. Voilà, minimum. C'est pour ça que je dis je prends l'extrême parce que. Mais c'est en gros dire OK, il va peut-être travailler avec nous en médiation animale. Par contre, en dehors des séances, il va falloir que je réponde à ses besoins. Il va falloir que j'aille courir avec. Il va falloir. Ouais. Donc c'est aussi ça à prendre en compte. C'est pas seulement l'intervention en médiation animale même, mais aussi notre quotidien. Si on n'est déjà pas d'une nature sportive. On ne prend pas un chien sportif. Pas un chien sportif, voilà. Mais déjà, ça, c'est la base, même sans parler de travail, c'est-à-dire que dans le choix du chien à la base, comme le chien va vivre avec nous, déjà, je pense que c'est important de prendre un chien qui nous correspond et pour lequel on va pouvoir être là et pour répondre à ses besoins. Voilà. C'est comme on parlait un peu tout à l'heure en off, c'est que on prend le chien surtout déjà pour nous, puisque on n'est pas sûr qu'au final, il fasse de la médiation animale. Hein. Comme je disais, moi, c'est mon cas. J'avais pris un chien, au final, il n'en fera pas. Je l'assume, c'est ma responsabilité, je le garde. Donc, du coup, il faut qu'il me corresponde quand même un minimum dans mon quotidien, parce que sinon, je ne dirais pas que j'ai perdu sur toute la ligne, parce qu'on a gagné un animal et puis il nous le redonne bien. Mais voilà, c'est aussi se dire, quand je le prends, ce n'est pas sûr qu'il en fasse. Donc, je prends la responsabilité aussi jusqu'au bout. Je connais une professionnelle qui fait de la médiation, justement, qui avait 2 chiens, dont un patou. Et ce fameux patou, après avoir suivi la formation de comportementaliste, elle s'est rendue compte qu'il n'était pas heureux et que le temps qu'elle pouvait lui accorder pour répondre à ses besoins, en fait, elle n'avait pas assez de temps et qu'en plus, la médiation, c'était vraiment pas quelque chose qui lui plaisait. Donc, elle a préféré faire le choix de replacer son chien en fait chez un berger où il se retrouve à garder des troupeaux, c'est-à-dire l'activité pour laquelle en fait cette race a été réellement créée au départ. Et bon, ça a été un crève-cœur pour elle. Voilà, elle a cherché un moment, elle voulait vraiment trouver le maître parfait, être sûre que voilà que son chien s'entende bien avec lui et tout. Et maintenant, on va dire qu'elle a eu des nouvelles assez régulières et il a l'air beaucoup plus épanoui. Et voilà, donc elle a fait un vrai choix réfléchi qui était très difficile pour elle, mais c'était nécessaire. important de toute façon pour elle et pour le chien, pour le coup. Hein. Oui. Donc, voilà. Après, elle ne l'a pas laissé dans une SPA. Elle a vraiment pris le temps de chercher quelqu'un et... Voilà, quoi. Normalement, c'est vrai qu'on est les intervenants en médiation animale, à la base, c'est qu'on aime les animaux, donc on est quand même sensible au fait de ne pas les abandonner. Mais voilà, je préférais le préciser quand même. Avec cette sensibilité-là, du coup, à la base, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à quel type de chien choisir
Et si on est vraiment sensible et on respecte les besoins du chien, ben, on ne met pas un chiot directement au travail. Pour moi, c'est Oui, un non-sens. C'est comme si on met un enfant de 5 ans dans une usine, quoi, et on lui dit, allez, vas-y, bosse tes 8 heures par jour. Un chiot a besoin de dormir entre 18 et 20 heures par jour. Le reste du temps, ben, c'est réservé à ses apprentissages, sa petite vie, des moments un peu de découverte et de choses comme ça. Donc, on ne le met pas au travail. ouais, Voilà. On peut commencer sur des activités calmes avec une personne, à le garder avec nous, qu'il observe. S'il propose de lui-même d'aller vers l'humain, pourquoi pas, mais il ne faut pas que ça soit un travail à part entière. ouais. Voilà. Donc, on ne va pas le mettre, je suppose, au milieu du groupe, d'un groupe d'enfants qui va. En plus, les enfants ont tendance à vite tous se jeter en même temps sur l'animal. Ouais, non, c'est très traumatisant pour le chiot et il va pas comprendre ce qui lui arrive et il risque d'envoyer plein de signaux de détresse qui vont pas forcément être compris non plus. Les enfants comprennent pas les signaux de communication du chien et beaucoup d'adultes ne comprennent pas les signaux de communication du chien, ne font pas attention et c'est comme ça qu'on transforme un chien pacifiste en chien réactif au final parce qu'on l'aura pas assez écouté et on n'aura pas fait attention. Donc, il y a des choses à faire vraiment, il faut y aller avec prudence, quoi. Ok. Donc, on peut emmener notre chien au travail, mais si on est dans un bureau, environnement calme, il est posé, et voilà, on l'emmène avec nous pour ne pas le laisser tout seul, mais on ne fait pas bosser vraiment. Ouais. Ok. Et du coup, donc, si on part un peu de cet exemple-là, je pense qu'on éduque d'abord le chien euh, pour vivre avec nous. Et ensuite, on va rajouter des exercices d'éducation qui vont servir à la médiation animale. Enfin, comment, du coup, à peu près au niveau de l'éducation d'un chien médiateur, est-ce qu'il y a déjà une formation spécifique pour le chien, spécifique pour l'intervenant? Alors, je ne sais pas, tout dépend encore de la population et ce que vous allez faire avec votre chien, en fait. Si un chien doit monter sur une table, par exemple, ben oui, on va lui apprendre à monter une rampe, puisque déjà, quand ils sont chiots, on ne les fait pas sauter. Donc, à ne pas avoir peur des tables, etc. Si c'est un chien qui va devoir se balader en laisse avec des personnes, il va falloir lui apprendre à marcher en laisse. Suivant les types de population, si ce sont des personnes qui sont en fauteuil roulant, avec des cannes, des déambulateurs, je ne sais pas, qui ont des difficultés, des appareils médicaux, des choses comme ça, bah, faut que le chien il en ait pas peur. Donc, il va falloir l'habituer à tous ces types de matériel également. Et puis, bah, je pense qu'il faut qu'il y ait l'éducation de base de chez vous, des commandes simples comme le stop, le fait de rester à côté de l'humain. Ou... Après, encore une fois, tout dépend de la population et Mm. je pense qu'il faut travailler au cas par cas. Il n'y a pas de règle. Oui, ouais. Et puis, bon, tout dépend je pense aussi du caractère du chien. Il y en C'est a ça, sûrement parce qu'il y a avec des qui ça chiens va qui être ne vont beaucoup pas être faits plus. pour. Voilà. Il y en a qui ont un caractère qui vont être beaucoup plus, je pense, facile. Enfin, moi, je vois, j'en ai deux. J'en ai un qui est très curieux. Donc, c'est vrai que pour tout nouvel apprentissage, ça va beaucoup plus vite parce que ça l'intéresse et il prend ça comme un jeu, contrairement à l'autre qui n'est pas du tout joueuse et pas intéressée. Donc, c'est un peu plus difficile, quoi. Après, chaque chien, c'est comme chaque humain, a son propre caractère, ses propres besoins, ses propres envies. Et à partir de là, c'est en vivant avec où on peut se rendre compte que bah, ce qu'il aime ou pas, quoi. Ouais. Faut faire attention à ça. Moi, je vois, j'ai deux chiens complètement différents. J'ai un Malinois et un Golden Retriever. C'est pas du tout le même tempérament, pas du tout le même caractère, Ouais. pas. C'est vraiment deux chiens, mais complètement différents. Je m'en sers dans mon activité et en fonction du chien qui va être en face, je vais utiliser ou l'un ou l'autre. Ça peut être intéressant d'avoir, peut-être quand on fait de la médiation avec un chien, d'avoir peut-être plusieurs chiens et de voir, et puis pas faire bosser un chien toute une journée non plus. Va falloir lui faire des pauses.
Donc, peut-être que ça peut être intéressant d'avoir plusieurs chiens et en fonction du type de rendez-vous, pas faire tourner le même. Oui, donc justement, j'ai interviewé une intervenante en médiation animale qui intervient dans les collèges et qui, du coup, justement, a 2 chiens pour pouvoir faire tourner un peu, pas toujours, justement, utiliser le même. Et puis aussi, en fonction des activités, il y en a un qui va être un peu plus apte, entre guillemets, sur certaines activités, d'autres sur les autres. Donc, du coup, ça lui permet de proposer aussi une diversification euh, des ateliers en fonction aussi du chien qu'elle peut emmener, quoi. C'est ça. Et puis, si le chien, il est malade ou fatigué ou pas super bien, on transforme la séance de manière à ne pas le faire travailler. Oui. Voilà, c'est comme nous. Quand on n'est pas bien, on n'est pas apte, on n'est pas à 100% et des fois, il vaut mieux faire autre chose ou faire autrement. Je pense que les bénéficiaires sont OK de l'entendre aussi. Peu importe le type de bénéficiaire, puisque souvent, ils ont une sensibilité par rapport à l'animal. Et je pense qu'ils peuvent très bien le comprendre. Il faut que nous, en tant qu'intervenants, on ose le dire parce que c'est vrai que je peux comprendre que quand on commence, on se dit oh là là, j'ai la séance, ils m'ont payé la séance, il faut que j'aille jusqu'au bout. Ben non, on est aussi en droit de dire non ou de dire ça va pas, on arrête ou d'arrêter une séance pour X raisons. C'est aussi notre responsabilité, je pense. Oui. En plus, comme on intervient avec du vivant, il faut vraiment tenir compte de l'état émotionnel et physique de l'animal. Mm. Voilà, moi, c'est pareil, juste pour le boulot d'éduc comportementaliste, je dis à tous mes clients, vous ne vous forcez pas, si tel jour vous n'êtes pas bien, c'est même pas la peine de travailler avec votre chien parce que vous n'allez pas lui envoyer des bonnes ondes. La séance, ça ira pas en fait. Elle sera pas bénéfique et ça sera bénéfique pour personne. On va pas travailler correctement et on ne sera pas dans une bonne optique. Et c'est même moi en fait. Avant chaque séance, j'essaye de me caler 10 minutes de repos, vidage de tête, d'essayer de peut-être faire un peu de méditation pour, euh, pour être disponible et dans un état émotionnel adéquat. Ouais. Surtout, je peux arriver en face certains chiens où il va falloir que je reste très calme et très patiente parce qu'ils vont me sauter après, ils vont m'arracher la queue de cheval, ils vont me griffer le dos. Enfin, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Donc, si je reste pas très calme, ça va rien donner de bon. Le but étant de calmer cette attitude, donc il faut que moi je reste super calme. Si on se retrouve à hurler et montrer les griffes. Ça va empirer la situation plutôt que de la calmer. Donc, ça demande du repos avant et après. Voilà, ça m'arrive de revenir après 1 heure de cours où je suis éteinte et j'enchaîne pas 2 heures de cours. Enfin, c'est très rare quand je fais deux clients d'affilée sans pause au milieu. Après, c'est un peu comme en médiation, c'est des métiers qui demandent énormément d'énergie parce que ça nous demande énormément d'attention. Parce que on est à 3 en fait. Hein, donc, toi, tu vas avoir le propriétaire, le chien et toi, et nous, c'est un peu le bénéficiaire. Et c'est vrai qu'on doit autant se caler sur le bénéficiaire, sur notre animal, sur nous aussi, comment on est dans la séance pour pouvoir se remettre en question. Et c'est vrai que on a peut-être que c'est peut-être 1 heure de séance, mais c'est intense au niveau du travail. C'est pas juste on amène notre animal ou comme toi, on vient, on dit ce qu'il faut faire et voilà, il y a énormément d'implications en fait. C'est pour ça que c'est vraiment des métiers qu'on appelle passion parce qu'il y a énormément d'implications de la personne. C'est ça. Et il y a beaucoup d'implications émotionnelles et il ne faut pas oublier que nos animaux, ce sont des vraies éponges. Donc, si c'est très difficile pour nous, c'est très difficile pour eux. D'où le fait qu'on ne met pas un chiot au boulot, en fait. Il a déjà, lui, du mal à pas trop savoir ce qui se passe. Donc, voilà, je vais pas choquer des gens en disant que c'est limite de la maltraitance, mais il faut que je le dise quand même, en fait.
Voilà. Justement, pour rebondir là-dessus, alors après, je suis consciente que chaque chien est différent, mais en général, je pense qu'on peut travailler quand le chien a à peu près quel âge avec? Waouh. J'en sais rien. Je ne vais pas donner d'âge. Ça va dépendre du chien parce qu'il y a des chiens qui vont être plus matures plus tôt que d'autres. Et Ouais, puis après, c'est pareil, en fonction des races, entre guillemets, il y en a, ils arrivent à maturité plus vite que d'autres. En d'accord. général, les petits, on dit, alors ça reste une généralité, hein, voilà, que les petits chiens sont matures plus rapidement que les gros. Les gros, ils n'ont pas fini leur croissance, c'est plus long, etc. Donc, tant que la croissance n'est pas terminée, je dirais que ce n'est pas recommandé. D'accord. Après, on peut quand même peut-être emmener sur une séance pas trop compliquée émotionnellement pour commencer, mais encore pas à l'âge de 3-4 mois, quoi. Déjà, les sphincters sont pas finis, enfin, sont pas Oui, fermés comme la il faut. Le propreté, chien, déjà, oui. Ouais. voilà, d'un point de vue hygiène, déjà, voilà. Après, au niveau de la croissance, suivant ce qu'on va demander au chien, sans parler de médiation, mais déjà au niveau des sports canins, la plupart des sports, c'est pas avant les 1 an des chiens et peut-être même 1 an et demi sur certains sports. Donc, tout ce qui est saut, etc., comme les articulations ne sont pas formées, ben, on évite. Donc, après, suivant ce que vous lui demandez de faire, s'il y a un petit parcours d'agility, bon, bah, tant que le chien n'a pas à sauter des haies, on va dire, bon, ça passe. Mais si vous le faites sauter des haies, bah non. Et puis après, faut qu'il il a atteint une certaine maturité. Un chien qui est encore tout foufou, joueur, dès qu'il y a de la surstimulation d'un côté, il est plus capable de se contrôler, ben, en fait, je dirais, c'est peut-être pas encore le bon moment. Donc, ça va être à la sensibilité de chaque propriétaire, enfin, chaque humain de se dire, bon, mon chien, oui, il commence à être prêt ou non, ou peut-être pas juste un jour et enfin une séance d'1 heure Oui. dans la journée. Et puis après, on le laisse tranquille et on va jouer avec, on va faire autre chose. Mais enfin voilà, je dirais qu'il n'y a pas forcément d'âge. Et du coup, alors la question est peut-être un peu bancale aussi, mais est-ce que, euh, je dirais pas que c'est plus judicieux, mais est-ce que c'est plus difficile si on prend un chien qui est peut-être déjà adulte ou justement plus facile? Alors, de prendre des chiens adultes, suivant ce qu'il a vécu avant, ça peut être plus facile, effectivement, parce que déjà, si c'est un chien qui a été euh, je vais vous dire un truc bête, hein, mais il y a des fois des associations de chiens pour handicapés, les aveugles, Ouais, euh, les diabétiques, etc., qui sont recalés parce qu'ils ne sont pas faits à 100% pour ça. Du coup, ça peut être des chiens qui peuvent être hyper cool pour faire de la médiation derrière parce qu'ils sont déjà propres, ils ont déjà une énorme base d'éducation. Voilà, et des fois, ils sont recalés pour des trucs ridicules. oui, alors tu vois, Euh, j'y aurais même jamais pensé. Donc c'est bien qu'on l'aborde parce que c'est vrai que je pense, on pense souvent sûrement aux refuges ou même des élevages qui ne sont pas arrivés à faire adopter leurs animaux. Mais c'est vrai qu'en effet, les associations comme ça qui sont déjà dans un but de relation d'aide avec l'animal, ça peut être une belle opportunité s'il y a l'occasion qui se présente. ça peut être voilà, enfin, déjà un type de chien. Et après, dans les refuges, effectivement, il y a des chiens. Alors, encore une fois, tout dépend les bénéficiaires, mais je pense qu'il y a des chiens qui sont tout à fait aptes de sortir et qui sont tellement contents de sortir des refuges qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi avec vous derrière. Ouais. Donc, mais faut bien poser la question au refuge de savoir bon, s'ils sont au courant du passif du chien, pour quelles raisons il se retrouve là, ou si c'est la famille qui est partie en vacances et qu'en fait, qui a voulu se débarrasser du chien parce que c'était trop compliqué, le chien n'avait pas spécialement de problème.
bah oui, autant le sortir directement du refuge et lui proposer autre chose. Travailler plus rapidement, on va dire, que le chiot. Le chiot, du coup, vous l'avez à 2 mois et demi. Et puis, il faut attendre, c'est 1 an et demi. Donc, pendant 1 an, vous n'allez rien faire avec. Enfin, si ce n'est Oui, l'éduquer, mais vous ne pourrez pas travailler avec. oui, oui. Du coup, outre les questions qu'on a déjà abordées, est-ce que toi, tu as peut-être des petits conseils ou des mises en garde à donner pour les dernières minutes qui nous restent? Des conseils, pour l'éducation, en tout cas, il faut que ça reste fun. Faut être le plus dans le positif, ne pas hésiter à féliciter votre chien dès qu'il fait quelque chose de bien, même si c'est pas vous qui lui avez demandé. En fait, pas hésiter à féliciter des comportements qu'il propose de lui-même. Voilà, et pas vous dire que c'est normal, donc on ne dit rien. Voilà, au contraire, si c'est des comportements qui vous plaisent, renforcez-les à fond. Et puis, pour ce qui est de l'éducation, plus ça va être amusant pour lui, plus il va y retirer quelque chose, et puis il aura tendance à refaire. Donc, on joue, on ne saoule pas, et on est un peu moins dans l'aspect militaire et un peu plus dans le jeu et l'amusement. Voilà, ils apprennent beaucoup plus vite comme ça. Ok. Eh ben, je te remercie pour toutes ces informations. Et puis, je mettrai sûrement le lien de ta page ou en commentaire s'il y en a qui sont de ton secteur et qui seraient intéressés d'avoir tes services. Voilà. Et ben, Après, s'il y a des personnes d'autres secteurs qui veulent, ils peuvent toujours me demander. Moi, j'ai le lien avec l'école où j'étais, la CEF. Okay. Et d'ailleurs, sur le site de la CEF, il y a toute une liste de comportementalistes, chiens et chats. D'accord. Du coup, ça peut intéresser aussi pour les chats. Ouais. Et bon, il y en a un petit peu sur toute la France. Donc, voilà, pas hésiter à me demander. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup. De rien. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner en activant la petite cloche de notification. Et je vous dis à bientôt!